Bonsoir à tous pour ce dernier cours de l'année. Alors c'est un petit peu triste, mais ce n'est pas le dernier cours. Je sais que certains se sont inquiétés du fait que l'on soit arrivé au bout de l'évolution de l'homme moderne, en se demandant ce qui pouvait arriver après. Et donc ne vous inquiétez pas, il arrivera quelque chose après. Donc ce que je voudrais... non mais on reprendra l'année prochaine peut-être des problèmes plus généraux et non pas dans une perspective chronologique, mais avec un autre point de vue, des choses sur le cerveau, sur l'énergie, sur l'alimentation. Ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est non pas vraiment vous parler des hommes eux-mêmes, mais plutôt de leur interaction avec ou de leurs interactions avec l'environnement. Et j'ai choisi ce titre de l'aube de l'Anthropocène. Je ne sais pas ce que vous savez de cette histoire d'Anthropocène, mais c'est quelque chose qui agite beaucoup les milieux scientifiques depuis quelques années. Dans le fond, c'est la définition d'une nouvelle époque géologique qui est lié au développement de l'homme et son impact sur l'environnement. Et ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui, c'est que en fait, cette influence de l'homme sur l'environnement, eh bien, ça n'est pas quelque chose qui a commencé avec l'ère industrielle, mais en fait, c'est quelque chose qui s'enracine beaucoup plus loin dans le passé, même si, j'allais dire, nous avons commencé doucement, mais nous avons quand même commencé il y a longtemps. Alors évidemment, parler de l'impact de l'homme sur l'environnement, parfois c'est un sujet un petit peu triste, parce que l'impact de l'homme sur l'environnement, il est loin d'être toujours positif. Et je vous parlerai beaucoup d'animaux, et je vous parlerai beaucoup d'animaux qui disparaissent en fait. Alors pour finir sur une note quand même un peu plus joyeuse, j'ai invité mon collègue Jean-Michel Geneste, qui est un grand spécialiste d'art paléolithique, pour vous montrer la vision non pas des animaux sur l'homme, mais la vision des hommes sur leur environnement, sur la nature, sur le monde animal et la façon, dans le fond, dont ils ont fait rentrer ça dans leur imaginaire et dans leur mythologie. Ce terme d'anthropocène, il a été proposé notamment par des géologues qui voulaient créer une nouvelle époque géologique qui ferait suite à l'Holocène. Je vous rappelle que l'Holocène, c'est une époque qui est assez courte, qui suit le Pléistocène qui a duré plus de 2 millions d'années, et c'est une époque géologique qui pour l'instant n'a duré qu'une dizaine de milliers d'années. Donc c'est en gros l'interglaciaire dans lequel nous nous trouvons depuis la fin du dernier épisode glaciaire, du stade isotopique 2. Et l'idée, dans le fond, c'est de définir une période pendant laquelle l'impact de l'homme sur l'environnement est visible. Et quand je dis visible, c'est visible géologiquement. Visible, par exemple, dans cette carotte de sédiments qui vient de l'ouest du Groenland et qui a été prélevée dans un lieu après le retrait de glaciers en raison du réchauffement climatique. Et ce que vous voyez dans cette carotte, eh bien, c'est une partie avec des sédiments qui sont des sédiments liés à la présence de ce glacier. Et puis au-dessus, il y a une couche ici avec des sédiments qui sont essentiellement des sédiments organiques, mais qui se distinguent complètement de ce qui, j'allais dire, naturellement devrait se trouver dans cet environnement. Et cette transition, elle correspond à ce que certains ont appelé la grande accélération. Cette grande accélération, eh bien, c'est en gros le déversement dans l'environnement par les sociétés industrielles de quantité de matière, de roches nouvelles, si on peut appeler ça comme ça, ces roches nouvelles étant composées
de plastique, de béton, d'aluminium, etc., qui se retrouvent dans les sédiments. Aussi, la production, une grande quantité de carbone, y compris des petites particules de carbone qu'on va retrouver dans les sédiments. Et donc, on a essayé, dans le fond, de définir une limite en termes de temps. Et cette grande accélération, beaucoup de gens la placent quelque part après à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ou quelque chose comme ça. C'est une limite d'ailleurs qui est assez commode parce que l'explosion de la première bombe nucléaire le 16 juillet 1945 eh bien, a été suivie par de nombreuses bombes supplémentaires. Il y en a eu au début à peu près une tous les 10 jours. Alors, ce n'est pas des bombes qui étaient toutes fatales à des populations, hein, c'était des essais nucléaires, mais ces essais nucléaires ont produit une grande quantité de radioéléments qu'on peut trouver dans les sédiments, qu'on peut détecter, et ça apparaît à beaucoup une limite assez commode. Alors, ce mouvement a quand même rencontré une forte résistance, une forte hostilité dans les milieux géologiques, pour plusieurs raisons, mais une des raisons, c'est que dans le fond, sur le plan strictement géologique, sur le plan climatique, et si on fait abstraction de cet impact de l'homme sur l'environnement, eh bien, on ne voit pas très bien la raison pour laquelle il faudrait créer une nouvelle période géologique. Vous verrez aussi que, et on finira là-dessus à l'issue de ma présentation, vous verrez aussi que bon, si on met de côté les bombes atomiques, eh bien, on a un peu des difficultés justement à fixer dans le temps le début de cette période. Alors, en ce qui nous concerne, évidemment, on s'est beaucoup intéressé aux cultures, aux civilisations de chasseurs-cueilleurs, de chasseurs-collecteurs. Évidemment, un des aspects les plus visibles de cette activité humaine, eh bien, c'est dans le fond la réduction du monde animal sauvage. Il y a 10 000 ans, presque la totalité de la biomasse de vertébrés qui vivent sur les continents, c'est-à-dire en gros tous les animaux qui rampent et qui volent et qui marchent sur les terres ou au-dessus des terres, eh bien, représentait donc la totalité de la biomasse. Cette biomasse, aujourd'hui, elle est représentée à 97% par les hommes eux-mêmes et par leurs animaux domestiques. D'ailleurs, plus les animaux domestiques que les hommes. Hein. Les animaux domestiques, c'est la barre bleue ici. Et cette biomasse sauvage ne représente plus que quelque chose comme 3% de la biomasse terrestre. C'est absolument ridicule. Et vous voyez que les projections pour 2050 sont assez pessimistes, en tout cas pour la biomasse sauvage. On a donc un grand nombre d'extinctions qui se sont produites en plus du bruit de fond des extinctions normales, habituelles, hein, et qui se sont accélérées, disons, à partir du XVIe, XVIIe siècle. Enfin, c'est l'époque pour laquelle on commence à pouvoir compter un petit peu le nombre d'espèces qui disparaissent. Et vous voyez que les mammifères et les oiseaux sont particulièrement impactés par ce phénomène, au point qu'on puisse se demander si nous ne sommes pas à la veille d'une 6e extinction de masse. Alors, dans le passé, depuis l'explosion cambrienne, eh bien, on a eu déjà un certain nombre d'extinctions de masse, en particulier celle qui marque la fin du Paléozoïque, de l'ère primaire, qui a été une extinction de masse considérable. Il y a à peu près la moitié des familles existantes qui ont disparu à ce moment-là, et puis il y en a eu d'autres, dont la très célèbre extinction de la fin du Crétacé, avec la fin des dinosaures. Alors,
là encore, il y a des débats pour savoir s'il faut considérer que nous sommes dans une extinction de masse, mais ce qui est clair, c'est que si les extinctions auxquelles on assiste depuis quelques siècles se poursuivent au rythme actuel, eh bien, oui, certainement, on va vers une 6e extinction de masse. Donc, revenons à nos chasseurs paléolithiques. Et la question qui se pose, dans le fond, c'est est-ce que leur activité de chasseurs-cueilleurs, de chasseurs-collecteurs, a eu un effet sur les faunes de leur époque? On a tendance souvent à opposer un monde industriel moderne qui est extrêmement délétère, dans le fond, pour la nature et pour les espèces vivantes, à un monde passé paléolithique, un petit peu idyllique. On a même parlé de l'âge d'or des chasseurs du paléolithique, hein, où on a des gens qui vivent en équilibre avec la nature, qui, dans le fond, gèrent la ressource de façon intelligente, etc., etc. Vous allez voir que c'est un petit peu plus compliqué que cela. Et d'abord, je voudrais insister sur un point qu'on a discuté dans un cours précédent, et qui est le fait qu'au sein des prédateurs, l'homme est un prédateur assez particulier, dans le fond. Et il est assez particulier eh bien, parce il y a deux caractéristiques qui sont pratiquement uniques à l'homme quand il s'attaque aux autres animaux. D'une part, il a une tendance assez forte à exploiter des proies de grande taille, même de très grande taille, ce qui est assez rare dans le fond au sein des prédateurs. Les prédateurs qui ont des proies de très grande taille sont assez peu nombreux et sont très, très spécialisés, généralement. Puis il y a un autre trait humain qui est assez particulier, c'est que les hommes, aussi bien dans le milieu terrestre que dans le milieu aquatique, quand il a commencé à exploiter le milieu aquatique, eh bien, s'orientent vers des proies adultes, j'allais dire assez facilement, alors que c'est généralement pas le cas pour les autres prédateurs. Alors, ce triangle, il vous montre la distribution d'une population vivante, avec ici un profil démographique. Il s'agit de rennes. Et cette population vivante, elle comporte un grand nombre d'adultes, de jeunes adultes, et puis un nombre plus restreint de très jeunes et de très vieux. Et donc son profil de mortalité naturelle, c'est celui-là, c'est-à-dire qu'il meurt beaucoup de très jeunes, et puis évidemment, ensuite, il y a une attrition régulière de la population. Donc les populations vivantes, elles se placent ici sur ce diagramme, et ce qui est tout à fait remarquable, c'est que si on place ici une distribution des proies il s'agit de néandertaliens qui vivent au Paléolithique moyen dans le sud-ouest de la France, eh bien, vous voyez qu'en gros, leurs proies eh bien, sont situées dans la zone qui correspond au centre de gravité de la population vivante. C'est-à-dire qu'en gros, les chasseurs humains, là il s'agit de néandertaliens, mais les hommes modernes font pareil, eh bien, ils attaquent cette pyramide des âges en tapant presque préférentiellement dans les jeunes adultes, c'est ça qu'ils recherchent. Bon, s'ils peuvent attraper des très jeunes ou des très vieux, ils le font aussi, mais c'est ce qu'ils font préférentiellement. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à garder en tête parce que ça va avoir un effet justement sur l'équilibre démographique des populations sauvages, dans la mesure où, dans le fond, un prédateur qui s'attaque uniquement aux individus très âgés ou qui occasionnellement accroît un petit peu la mortalité infantile, ne va pas avoir le même effet sur la démographie d'une population animale sauvage qu'un prédateur, l'homme, qui lui s'attaque aux adultes
dans le fond, représentent les forces vives en termes de reproduction. Le premier effet que l'on a signalé dans la littérature de la prédation humaine sur les faunes animales, eh bien, ne remonte pas au paléolithique récent ou même au paléolithique moyen, mais remonte beaucoup plus loin dans le temps. Vous vous en souvenez peut-être, pour ceux qui ont assisté à mon cours, non pas l'année dernière, mais l'année d'avant, qu'on assiste autour de 2 millions d'années à peu près à une augmentation de la prédation en Afrique, là où on a des sites archéologiques. Et comment on le voit? Eh bien, simplement parce que, disons qu'autour de 2 millions d'années, on commence à trouver des sites avec non seulement des industries lithiques, mais surtout des ossements qui présentent des marques de découpe, des marques de percussion qui ont été cassées. Et à partir de 2 millions d'années, on a des sites où on trouve des centaines, voire des milliers de ces fragments osseux. Pour les périodes antérieures, on a des outillages lithiques, mais on a quand même finalement assez peu de ces traces archéologiques de l'activité humaine de chasse ou de charognage. Je vous ai souvent dit ça sous forme de plaisanterie. Ces restes osseux portant des traces d'activité humaine qui remontent au-delà de 2 ou 2,2 millions d'années, dans le fond, en Afrique, ils tiennent quasiment dans une boîte à chaussures, hein, pour toute l'Afrique. Hein. On en a un grand nombre après 2 millions d'années, et généralement, on associe ça au développement d'une espèce particulière qui est Homo erectus, et au développement aussi d'outillages lithiques que l'on a attribués à l'Acheléen en Afrique. Alors, ce qui est très intéressant du point de vue des faunes, c'est que si on regarde ce qui se passe dans les faunes africaines en Afrique de l'Est à cette époque-là, eh bien, on assiste à quelque chose d'assez intéressant. C'est un déclin du nombre des grands carnivores. Et disons que quand on compare la variété des carnivores qui peuvent exister en Afrique de l'Est autour de 3,5 millions d'années et ce qui existe autour de, disons, 1,5, eh bien, il y a une chute extrêmement spectaculaire du nombre d'espèces, de la variété de ces espèces. Il y a toute une série d'animaux qui n'existe plus du tout dans la nature actuelle. Hein. Par exemple, cet ours de grande taille qui est un ours coureur. Hein. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on imagine assez spontanément dans les paysages africains. On a des hyènes de très très grande taille. On a aussi toute une variété de félins à canines en lame de sabre qui vont en fait disparaître assez rapidement en Afrique de l'Est et qui vont persister dans d'autres régions du monde, en particulier en Europe. On va les trouver jusque dans le Pléistocène moyen. Et si l'on compare ce qui se passe avec les petits carnivores, ceux qui font, disons, moins d'une vingtaine de kilos, eh bien, on voit que, eh bien, il n'y a pas du tout de déclin de ces petits carnivores autour de 2 millions d'années, alors que les grands prédateurs, ceux qui vont plus de 20 kilos, eh bien, eux, montrent un déclin extrêmement marqué après 2 millions d'années. Et dans le fond, même si souvent on rêve un peu à l'Afrique comme le monde des grands carnivores sauvages, avec des lions, des guépards, des panthères, des choses comme ça, eh bien, il faut se rendre compte que ces grands carnivores, en particulier les félins qui vivent aujourd'hui en Afrique, ne représentent qu'une toute petite portion de la diversité des carnivores qui existaient à la fin du Pliocène. Et l'explication que l'on donne à ce phénomène, eh bien, c'est parce qu'il est difficile de relier ça à des phénomènes naturels, que ce soit des phénomènes climatiques ou des phénomènes de changement dans les faunes d'ongulés dont se nourrissent ces carnivores. Et la façon dont, en tout cas, un certain nombre d'auteurs, en particulier Verdelin, a interprété ce déclin, eh bien, c'est comme l'effet d'une concurrence avec un nouveau prédateur et qui est représenté par les hominines qui vivent vers cette époque-là. Donc, quelque chose qui peut-être s'enracine déjà assez loin dans le passé,
avec un impact non pas tellement sur les proies initialement, mais surtout sur la concurrence des autres prédateurs. Alors pour ce qui est des proies, on va prendre le problème dans des situations qui sont des situations extrêmes d'abord, et puis on va se rapprocher ensuite de conditions plus habituelles. Alors quand je parle de situations extrêmes, bien, je fais référence à ce qui a été discuté dans les 2 ou 3 cours précédents, c'est-à-dire la disparition de la mégafaune dans des zones de la Terre où les hommes n'avaient jamais mis le pied jusqu'à la fin du Pléistocène. Et en particulier l'Australie et l'Amérique. Alors, en Australie, vous vous souvenez qu'on a, au moment de l'arrivée de l'homme en Australie vers 50 000, une faune de marsupiaux qui est extrêmement particulière, qui est endémique, avec de très très grands animaux, des kangourous géants, des marsupiaux qui ont la taille quasiment d'un rhinocéros, comme ce diprotodon, toute une variété de carnivores qui miment un peu sur le plan adaptatif ce qu'on observe chez les carnivores placentaires. Et puis à côté de ça, d'autres grands animaux qui ne sont pas des mammifères, en particulier des oiseaux et des reptiles. Et toutes ces espèces n'existent plus aujourd'hui, évidemment. Et la question, c'est de savoir si c'est l'homme qui est responsable de leur disparition ou si leur disparition est due à des causes naturelles. Il y a là-dessus un débat qui dure depuis très très longtemps. Et c'est un débat d'ailleurs qui est assez passionné parce qu'il faut bien voir que derrière les arguments scientifiques, il y a aussi, j'allais dire, une vision plus ou moins rousseauiste ou au contraire plus ou moins, pessimiste de l'activité des premiers Australiens ou des premiers Amérindiens quand il s'agira de l'Amérique du Nord. Alors déjà, une des premières questions qui a été beaucoup discutée, c'est la question de savoir si l'homme avait vraiment rencontré ces animaux-là. Parce qu'évidemment, pour que l'homme soit responsable de leur disparition, encore faut-il qu'il y ait une contemporanéité des derniers représentants de cette mégafaune avec les hommes. Alors donc ça a déjà été un sujet de désaccord et de débat assez intense. Je vous rappelle ce site de Warati qui est au centre de l'Australie, qui a été récemment publié, avec une stratigraphie qui remonte très très loin, puisqu'on aurait quasiment au centre de l'Australie des hommes qui seraient déjà vers quelque part entre 49 000 et 46 000. Eh bien, dans ces niveaux les plus anciens de ce gisement, on a du diprotodon, donc on a l'assurance qu'effectivement les hommes ont rencontré cette mégafaune de marsupiaux. Alors, du côté des avocats des causes naturelles, eh bien, l'argument, il est le suivant, il est que si on regarde ce qui se passe, alors ce qui est à gauche ici, ce sont des périodes géologiques du Pléistocène, de plus en plus proches de nous quand on va vers le haut, et puis ici, c'est un nombre d'espèces qu'on voit diminuer. Et l'argument, évidemment, c'est qu'on voit très bien que cette diminution du nombre d'espèces, eh bien, elle n'a pas attendu 50 000 pour se manifester. On a plusieurs épisodes de disparition au cours du Pléistocène. Et, au fond, ces gens-là soutiennent que l'homme n'est pas pour grand-chose dans les disparitions auxquelles on assiste il y a 50 000 ans. C'est simplement la suite d'un phénomène qui est déjà en cours et dans lequel le climat a peut-être joué un rôle essentiel avec des fluctuations climatiques assez, peu spectaculaires jusque vers le milieu du Pléistocène moyen, vers 500 000 avant l'actuel. Et puis à partir de 500 000, une accélération, on en a souvent déjà parlé, des fluctuations climatiques. Vous vous souvenez, ces cycles glaciaires interglaciaires qui prennent une amplitude extrêmement forte à partir du
milieu du Pléistocène moyen. Et vous voyez, ce segment montre une amplitude croissante, en particulier des phénomènes interglaciaires. Alors peut-être avec en Australie des effets de modification brutale de l'environnement, voire de montée de l'aridité à certains moments, qui pourraient expliquer ces vagues de disparition successives. Alors l'argument contre, c'est de dire que, en fait, effectivement, il y a eu des disparitions de marsupiaux et d'autres animaux au cours du Pléistocène en Australie, bien avant que les hommes n'arrivent, mais ça, dans le fond, c'est le lot de toutes les zones continentales. Il y a régulièrement des extinctions d'espèces. L'évolution, c'est avant tout une histoire d'extinction, en fait. Mais ce qui se passe il y a 50 000, ou autour de 50 000, a l'air particulier, et a l'air particulier notamment lorsqu'on regarde la taille des animaux qui disparaissent. Parce que dans le fond, dans toutes ces extinctions qui ont eu lieu au cours du Pléistocène avant 50 000, j'allais dire, c'est un petit peu tout le monde qui disparaît à son tour. Donc il y a des grandes bêtes, mais aussi beaucoup de petites bêtes qui disparaissent. Et ce qui semble particulier autour de 50 000, eh bien, c'est que c'est particulièrement la très grande faune qui disparaît. Et donc sur ce schéma qui a été présenté dans un article assez ancien maintenant de Lyons et collaborateurs, qui est un article très très intéressant, dans le fond, ce qu'il montre, c'est qu'il y a une différence très importante entre les extinctions qui ont eu lieu autour de 50 000 et puis les extinctions qui ont eu lieu après l'arrivée des Européens en Australie. Donc vous voyez, quand les Européens arrivent en Australie, ils font disparaître tous ces animaux qui sont représentés par des barres grises. Et dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que les Européens qui arrivent, ils ont des fusils et ils tirent un petit peu sur tout ce qui bouge. Et donc, ils tuent des animaux un petit peu de toutes les tailles. Ces tailles qui sont représentées par des chiffres en abscisse, c'est une échelle logarithmique, hein, c'est-à-dire chaque fois qu'on se déplace d'une unité, on se déplace d'un ordre de grandeur en termes de masse corporelle. Et vous voyez que donc, ce qui est en noir ici, ce sont les disparitions autour de 50 000. C'est de façon bien marquée des animaux de très grande taille. On va retrouver une situation un petit peu comparable avec la mégafaune américaine. Alors la mégafaune américaine, elle aussi, elle va connaître des extinctions assez nombreuses à une époque complètement différente. Donc en Australie, c'était autour de 50 000 avec l'arrivée des hommes. Eh bien, en Amérique du Nord, on a aussi des extinctions qui se placent disons, à la fin des temps glaciaires et au tout début de l'Holocène. Et vous vous souvenez que l'essentiel du peuplement des Amériques, c'est quelque chose qui semble se produire, disons, après 15 000 ou 14 000, quelque chose comme ça. Donc, quand on est déjà sur la pente du réchauffement climatique, qui d'ailleurs a permis la colonisation des Amériques par les hommes à partir de la Sibérie. Donc cette faune américaine, qui elle aussi est assez endémique, eh bien, on voit une diminution drastique de sa diversité, eh bien, justement entre en gros 14 000 et 11 000, avec 35 genres de mammifères qui disparaissent dans les Amériques du Nord et du Sud. Alors, excusez-moi, ici c'est en Amérique du Nord. Donc 35 genres de mammifères qui disparaissent entre 13 800 et 11 400. Et vous voyez qu'il y a là une espèce de frontière chronologique avec les dernières occurrences stratigraphiques d'un grand nombre d'espèces de mammifères. Alors, comme en Australie, il y a des partisans des causes naturelles de ces extinctions. Et l'argument, c'est que, évidemment, cette période
entre, disons, 14 000 et 12 000, eh bien, c'est la fin de la dernière glaciation, et il est exact qu'on a affaire à un changement assez dramatique de l'environnement, du climat, des paysages, en Amérique du Nord en particulier. Encore une fois, l'argument qui, j'allais dire, est utilisé par les chercheurs qui voient plutôt une cause humaine dans ces disparitions, c'est un argument qui tente à montrer que les disparitions auxquelles on assiste, ce ne sont pas des disparitions, j'allais dire, aléatoires. Ce n'est pas une espèce de tirage au sort d'espèces qui n'ont pas de chance et qui vont disparaître à cause d'un changement climatique. Non, c'est certaines catégories de mammifères qui disparaissent de façon préférentielle, et cela, ça contraste avec ce que l'on observe dans d'autres périodes de changement climatique intense, puisqu'il y en a eu d'autres auparavant. Je reviens à cette étude de Lyons. Ce qui montre dans ce travail, c'est qu'il y a deux groupes de mammifères qui sont particulièrement victimes d'extinction pendant cette période-là. C'est d'une part des animaux, encore une fois, comme en Australie, des animaux de très grande taille, hein, en particulier chez les édentés. Les édentés sont les animaux comme les paresseux, les tatous, hein, ces familles. Eh bien, au Pléistocène, dans les Amériques, on a des édentés qui sont de très très grande taille. Eh bien, ces animaux disparaissent. Ils sont représentés ici en sombre. Ils disparaissent préférentiellement par rapport aux formes plus petites. Et puis, il y a un deuxième groupe de mammifères qui, lui aussi, disparaît de façon préférentielle pendant cette période-là. Eh bien, encore une fois, ce sont les carnivores. Et donc, évidemment, l'idée qui est avancée là, c'est que, dans le fond, les hommes qui arrivent dans un continent qui est un continent vierge, dans lequel il y a des faunes qui sont, j'allais dire, naïves, en tout cas dans leur relation avec les hommes, eh bien, ils vont s'attaquer à des très grandes proies, parce que, dans le fond, c'est ce qui rapporte le plus, hein, et ces hommes modernes de la fin du Tardiglaciaire ou du début de l'Holocène n'ont pas vraiment de limitation en termes techniques s'ils veulent s'attaquer à des proies de très grande taille. Donc, ils chassent préférentiellement les grands animaux. Et d'autre part, eh bien, dans le fond, ils exercent aussi une pression sur les carnivores, soit directement, peut-être en se débarrassant d'eux à l'occasion, mais aussi tout simplement en étant en concurrence avec eux. Et ça, c'est probablement une assez vieille histoire, comme j'ai voulu vous le montrer tout à l'heure en vous parlant de l'Afrique de l'Est. Donc cette concurrence entre l'homme et d'autres prédateurs qui, généralement, se termine mal pour les autres prédateurs. Donc ça, c'est une vision générale de la faune qui est présente dans les gisements paléontologiques. Maintenant, si on regarde ce qui se passe dans les gisements archéologiques, c'est-à-dire quand on regarde non pas la diversité de la faune en général, mais qu'on regarde ce qui se trouve dans les niveaux sédimentaires qui correspondent à des occupations humaines, et donc des restes d'animaux qui ont été prélevés par les hommes dans la nature, eh bien, différentes études, ici 2 études séparées, montrent qu'il y a chez les premiers chasseurs amérindiens, en particulier ceux de cette période de Clovis dont on a beaucoup parlé la dernière fois, eh bien, il y a une surreprésentation de la classe des animaux de très grande taille. Alors, comment est-ce qu'on fait ce genre d'études? Eh bien, en fonction de classes de taille qui sont définies par la masse corporelle, on peut faire un modèle prédictif pour savoir quelle devrait être la fréquence de la représentation de différents types d'animaux dans un gisement si les hommes prélevaient de façon égale du gibier dans toutes les classes de taille. Évidemment, dans la nature, il y a beaucoup plus de souris que d'éléphants, hein. Donc ça, c'est pris en compte dans le modèle. Donc on fait une prédiction et ensuite on compare le résultat de cette prédiction avec ce qui est observé dans des sites archéologiques. Et encore une fois, on voit une
dans ces sites archéologiques d'Amérique du Nord de cette période-là, une surreprésentation de la classe 5, en gros beaucoup de proboscidiens et de gros animaux de ce type-là. Et alors, c'est quelque chose sur lequel j'ai déjà insisté plusieurs fois, le fait que les hommes, dans le fond, aient cette attraction particulière pour des proies de très grande taille et qu'en plus, ils chassent, s'ils le peuvent, des jeunes adultes, c'est quelque chose qui va avoir un impact particulier sur la démographie des populations sauvages de ces animaux de grande taille. Pourquoi ? Eh bien parce que des très grands animaux comme les proboscidiens, par exemple, sont des espèces qui ont des cycles de reproduction, qui sont des cycles lents. Ils ont un développement qui est prolongé et ils ont une fécondité qui est relativement faible comparée à des petits animaux. Et donc, si vous vous mettez à chasser préférentiellement ces populations de grands mammifères, eh bien, à un moment donné, peut-être pas immédiatement, mais il va y avoir un seuil qui va être franchi quand vous commencez, dans le fond, à prélever plus d'animaux que ces populations ne peuvent en produire naturellement. Et donc, à ce moment-là, il y a un phénomène un petit peu, j'allais dire, autocatalytique qui fait que ces espèces sont précipitées dans l'extinction. Alors, évidemment, une grande partie de l'ancien monde ne correspond pas à ce modèle des Amériques ou de l'Australie où les hommes n'étaient jamais venus. Dans la plupart du reste du monde, il y a eu, pendant le Pléistocène, des hominines, et c'est en particulier le cas en Europe. Alors que se passe-t-il en Europe? Eh bien, on n'a pas affaire à des phénomènes qui sont aussi spectaculaires que ceux auxquels on assiste avec l'arrivée de l'homme en Australie ou dans les Amériques. Mais on voit quand même des extinctions se produire à l'arrivée des hommes modernes autour de 45 000 ans, peut-être un peu plus, et puis surtout après, pendant le cours du Paléolithique supérieur et à la fin du Paléolithique supérieur. Alors, je ne résiste pas au plaisir quand même de vous signaler que avant le début du Paléolithique supérieur, il y a en Europe quelques espèces qui sont des espèces un petit peu surprenantes, hein, et on a en particulier par exemple des primates qui existent dans le Pléistocène européen. Ce macaque, enfin pas celui-là, mais un macaque qui lui ressemble, a été trouvé à l'état fossile dans un gisement de la région de Nuremberg en Allemagne, associé à des industries moustériennes, de la fin du moustérien. Donc à la fin de la période néandertalienne, si on peut l'appeler comme ça, en Europe, on avait des macaques qui vivaient dans la région de Nuremberg. Je ne sais pas si ça vous parle beaucoup, mais en tout cas, on n'en a plus après l'arrivée des hommes modernes. Et ces hommes du Paléolithique supérieur, eh bien, on va les voir exploiter aussi de la grande faune, mais cette grande faune, elle a, et c'est quelque chose qui est probablement le cas aussi depuis encore plus longtemps en Afrique, dans le fond, elle a subi une espèce de coévolution avec les hommes, et elle va répondre, si je peux dire, de façon moins brutale que ce qu'on assiste, ce qu'on a assisté en Australie ou ce à quoi on va assister dans les Amériques. Il y a un groupe, encore une fois, qui va au final connaître l'extinction, probablement à cause soit de la prédation des hommes, soit de la concurrence avec les hommes, et c'est celui, encore une fois, des grands carnivores. Alors, il y a un exemple que j'aime bien citer, qui est celui de l'ours des cavernes. Alors, l'ours des cavernes, c'est une espèce qui a, dans le fond, qui a fait son apparition à peu près en même temps que l'homme de Néandertal. En tout cas, la forme la plus, j'allais dire, récente, évoluée d'ours des cavernes qu'on connaisse en Europe.
Et donc, hommes de Néandertal et ours des cavernes ont évolué côte à côte à travers plusieurs cycles glaciaires, interglaciaires. On sait qu'il y a eu une prédation occasionnellement des Néandertaliens sur les ours des cavernes, mais en tout cas, ces ours des cavernes, ils ont assez bien survécu à tout ça et on les connaît bien représentés au début du Paléolithique supérieur. Alors on a longtemps cru que ces ours des cavernes avaient existé pendant tout le Paléolithique supérieur et jusqu'au Magdalénien, jusqu'à la fin des temps glaciaires. Cela d'une part à cause de la présence occasionnelle de restes d'ours des cavernes dans des niveaux du Paléolithique supérieur récents, en particulier des canines d'ours des cavernes qui ont pu être des objets de parure même, et puis aussi la présence de l'ours dans l'art paléolithique du Paléolithique supérieur. Alors, dans l'art paléolithique, évidemment, et pas seulement dans l'art paléolithique, dans les gisements archéologiques, un des problèmes qui se pose parfois, c'est de faire la différence entre ours des cavernes et ours bruns. Alors, il y a des caractères morphologiques qui les séparent, mais qui ne sont pas toujours évidents à mettre en évidence. Et il y a quelques années, il y a un groupe de chercheurs qui s'est particulièrement intéressé à la question en faisant à la fois des analyses ADN sur donc des analyses de paléogénétique sur des restes d'ours de ces sites du Paléolithique supérieur, et puis aussi en proposant des datations directes de ces restes. Et ce qu'il est apparu à l'issue de cette étude, eh bien, c'est qu'en fait, ces ours des cavernes, entre guillemets, que l'on croyait présents jusqu'à la fin du Paléolithique supérieur en Europe, eh bien, en fait, n'étaient pas des ours des cavernes, c'était parfois des ours bruns, ça c'est la paléogénétique qui l'a montré, mais ce que les datations directes ont montré surtout, et qui était vraiment très intéressant, c'est que les hommes du Paléolithique supérieur et de la fin du Paléolithique supérieur eh bien, sont allés dans les grottes ramasser des canines d'ours des cavernes, comme vous pourriez vous aller ramasser des canines d'ours des cavernes dans une grotte, et qu'ils les ont ramenés chez eux, et que ces restes anciens se sont trouvés sédimentés dans des niveaux beaucoup plus récents. Mais quand on les date, eh bien, ils n'ont pas des dates qui sont des dates magdaléniennes. Et en fait, en termes de datation directe, voilà, on a une date autour de 25 000 ans qui est la date des derniers ours des cavernes dans nos régions. Et donc on voit que même si ce n'est pas l'arrivée des hommes modernes en Europe qui cause immédiatement l'extinction des ours des cavernes, eh bien, avant même le dernier maximum glaciaire, ces ours des cavernes, ils ont été quand même, entre guillemets, éliminés par les hommes, ce qui n'était pas arrivé auparavant avec les Néandertaliens. À la fin du dernier maximum glaciaire, on va voir, un petit peu comme en Amérique, un grand nombre de grands animaux disparaître. Et donc toutes ces faunes glaciaires qui comportent des mammouths, des rhinocéros laineux comme celui-là, et toute une série de grands animaux vont se retirer de plus en plus vers le nord et vers l'est, où certains vont survivre assez longtemps dans l'Holocène, mais en tout cas en Europe occidentale, on voit disparaître ces faunes glaciaires donc, à la veille de l'Holocène. Et un petit peu comme en Amérique, on a souvent utilisé l'argument climatique pour expliquer la disparition de ces animaux. Mais pour reprendre l'exemple du rhinocéros laineux, je voudrais quand même souligner un point intéressant, c'est que dans les cycles glaciaires, interglaciaires précédents, eh bien, on avait des rhinocéros qui étaient des rhinocéros adaptés à des environnements tempérés ou des environnements chauds, comme le rhinocéros de mer, par exemple, et que, dans le fond, j'allais dire,
on devrait s'attendre à l'Holocène à voir réapparaître dans nos régions des proboscidiens ou des rhinocéros, des grands périssodactyles adaptés à ces milieux interglaciaires. Et à l'Holocène, ça ne se produit pas, bien que ces animaux, dans le fond, aient survécu dans le sud de l'Europe, dans les Balkans ou en Espagne, très longtemps dans le Pléistocène supérieur. On les connaît encore à la veille du dernier maximum glaciaire dans l'Europe méditerranéenne. Mais manifestement, ce qui se produit d'habitude, là, ne se produit pas. Et je pense qu'il faut y voir non seulement un effet du climat, mais aussi un effet de la présence humaine et peut-être de la prédation humaine. Alors, il est très difficile de faire des reconstitutions paléodémographiques pour le paléolithique. Je vous en livre une ici qui a été publiée par Bocquet-Appel et quelques collègues il y a quelques années, et qui est fondée essentiellement sur le comptage des sites et la définition de territoires occupés par les hommes en Europe dans différentes tranches de temps du Paléolithique supérieur. Dans cette étude, ce que Bocquet et collaborateurs montrent, c'est qu'en fait, on a, à travers le Paléolithique supérieur, depuis l'Aurignacien jusqu'au dernier maximum glaciaire, dans le fond, une espèce de stase en termes démographiques, avec des populations qui sont très faibles pour l'Europe. Vous voyez qu'on a leurs estimations, elles sont de quelques milliers d'individus pour l'Europe. Alors, avec une très très grande incertitude, vous voyez qu'avec un intervalle de confiance de 95%, on a une variation de 1700 à 37 000, mais enfin, on ne parle pas de centaines de milliers de gens, on parle de milliers. Et en fait, une sorte d'explosion démographique, enfin explosion mesurée quand même, pendant le tardiglaciaire, au moment de la fin donc du stade ésotopique 2 et la recolonisation de l'Europe dans des milieux qui sont des milieux tempérés. Et je pense que cette augmentation rapide des populations humaines n'a pas laissé sa chance à cette mégafaune européenne de recoloniser elle aussi les milieux naturels. Alors il y a une approche qui est assez intéressante, qui est une approche qui n'est pas régionale, mais qui est une approche de comparaison intercontinentale. Et il y a eu dans les dernières années un certain nombre d'études qui ont été publiées, qui ont essayé de montrer, dans le fond, comment différentes régions du monde s'étaient comportées au cours du Pléistocène supérieur et de l'Holocène, et en essayant de comptabiliser le nombre de disparitions. Et c'est tout à fait remarquable, quand on regarde cette carte, de voir que les régions où la proportion de grands mammifères éteints, encore une fois, on regarde surtout les très grosses bêtes, qui est représentée en rouge quand la proportion est très élevée, eh bien on la trouve effectivement dans des zones où les hommes ont, où les hommes sont arrivés tardivement. Elle se produit aussi dans des zones où il y a une grande densité de population au Paléolithique supérieur en particulier, mais dans le fond, des zones comme l'Afrique et même des zones tropicales de l'Asie, eh bien, sont des zones où ces extinctions, en tout cas en ce qui concerne les très grands animaux, eh bien, ces extinctions sont relativement modestes en nombre. Et ça peut paraître un petit peu contre-intuitif, puisque dans le fond, je n'ai pas arrêté de vous raconter que les hommes modernes étaient apparus d'abord en Afrique, et puis qu'ils s'étaient répandus en Afrique, hors d'Afrique, partout, d'abord dans le sud de l'Asie, et puis ensuite ailleurs. Et en fait, l'explication que l'on donne à ça, eh bien, c'est celle que j'ai évoquée déjà tout à l'heure, c'est que justement, l'Afrique et certaines zones tropicales de l'Eurasie sont des régions où il y a une longue coévolution de ces faunes avec les hommes. En gros, ces faunes sont habituées, adaptées à cette prédation humaine, alors qu'elles ne le sont pas du tout dans des zones où les hommes arrivent plus tardivement, en tout cas les hommes modernes.
Alors il y a toute une série d'études qui donnent plus ou moins les mêmes résultats avec des tranches de temps ou comment dire, un comptage d'espèces ou de genres un petit peu différents. Là, encore une fois, vous voyez, au cours des derniers 80 000 ans, dans une étude de Bartlett et collaborateurs de 2015, comment, dans certaines régions, il y a plus des 3/4, voire 80% de la mégafaune qui a disparu. C'est la partie noire de ces camemberts. Alors, les Amériques et l'Australie sont particulièrement, j'allais dire, soignées. Vous voyez aussi que l'Europe voit une grande partie de sa mégafaune disparaître. Alors, le contraste, évidemment, c'est l'Afrique où là, dans le fond, les éléphants, les rhinocéros, toutes ces bêtes-là, elles vont devoir attendre un petit peu pour disparaître. Et dans cette étude de Bartlett et collaborateurs, ce qui est très intéressant, c'est que ces auteurs ont modéliser, dans le fond, ces processus de disparition en essayant d'établir des corrélations entre la date d'arrivée de l'homme dans différentes parties du monde, de l'homme moderne, et le nombre d'extinctions, et puis, d'autre part, en essayant le même genre de développer le même genre d'exercice avec des changements climatiques et des nombres d'extinctions. Et vous voyez que quand on essaie de modéliser cela sur le plan mathématique, eh bien, on voit que dans le fond, si on essaie d'expliquer les extinctions, en particulier les extinctions de grandes faunes, en se fondant uniquement sur une explication liée à des changements climatiques, et en particulier à ce début de l'Holocène, à cette fin de la dernière glaciation, eh bien, on arrive à expliquer à peu près 20% seulement des extinctions auxquelles on assiste. Et pour le reste, les 80% restants, eh bien, il faut y voir essentiellement un effet de l'arrivée de l'homme dans ces différentes régions ou une combinaison des deux facteurs qui a dû se produire dans un certain nombre de cas, c'est-à-dire à la fois la présence de l'homme et puis le changement climatique. On va laisser un petit peu la faune de côté et pour finir, je voudrais vous parler d'une ou deux questions qui sont liées à la modification des paysages et puis on va finir même avec la modification de l'atmosphère par l'homme et par l'homme paléolithique. Alors, il y a un aspect de l'intervention de l'homme dans la nature qu'on sous-estime généralement dans le domaine paléolithique et dans les études archéologiques, c'est les effets du feu, alors du feu non pas accidentel, mais du feu provoqué délibérément par les hommes sur les paysages. Alors d'abord, le feu existe de façon naturelle. Cette carte, elle vous montre le nombre d'impacts de foudre, la densité des impacts de foudre dans différentes régions du monde. Vous voyez que c'est surtout les zones tropicales qui reçoivent ces impacts de foudre, en particulier en Afrique, mais il y a des régions comme l'Amérique du Nord aussi qui sont assez, impactés par ces orages et ces foudres, et donc des feux naturels avec des zones qui sont beaucoup plus calmes, en particulier en Eurasie. Alors récemment, on s'est vraiment posé la question de savoir dans quelle mesure le fait que les hommes utilisent le feu, alors pas seulement pour allumer des foyers dans leur habitat, cuire des aliments, les fumer, les sécher, les préparer, etc., mais mettre le feu dans la nature pouvait avoir eu un impact sur les paysages pléistocènes. Alors d'abord, il est intéressant de regarder quelles sont les utilisations du feu en dehors de l'habitat par des populations de chasseurs-cueilleurs, de chasseurs-collecteurs récentes pour lesquelles on a des témoignages et des comptages même de ces incendies volontaires. Cette étude qui a été publiée il n'y a pas très longtemps vous montre qu'il y a un grand nombre de ces
dans le fond, de ces utilisations du feu dans le paysage. Hein. Et ces colonnes représentent différentes zones de végétation, avec ici en particulier la forêt tropicale et la savane, et puis ensuite différentes zones de végétation plus haut en latitude. Alors, une des utilisations les plus fréquentes du feu par les chasseurs-cueilleurs, eh bien, c'est chasser justement, c'est-à-dire c'est diriger le gibier dans une certaine direction, surtout les grands animaux, pour pouvoir les capturer, les abattre. Il y a parfois, en particulier dans la savane, tout bêtement, le comportement qui consiste à mettre le feu à un bout de savane pour récupérer des animaux morts, et d'ailleurs en partie cuits déjà et prêts à être consommés. Mais vous voyez qu'il y a aussi d'autres utilisations, et il y a des utilisations qu'on retrouve dans certaines régions tropicales qui sont des utilisations dans le fond de gestion du paysage végétal. C'est-à-dire que ça a été décrit particulièrement en Australie, mais ça existe dans d'autres régions du monde. Les hommes utilisent le feu, dans le fond, pour se créer un paysage qui est plus favorable en termes de productivité de gibier qui les intéresse, ou alors pour éliminer des morceaux de forêt dans lesquels leur mobilité ou l'accès au gibier est limité. Alors le feu, évidemment, est présent dans l'histoire des hommes depuis très longtemps. Vous en souvenez peut-être, on en a déjà parlé il y a un petit moment, je crois que c'est l'année dernière, c'était il y a 2 ans, en Europe, disons que le feu, c'est une histoire qui remonte, le feu contrôlé, le feu dont on est sûr qu'il n'est pas accidentel, c'est une affaire qui remonte à environ 1,5 million d'années, peut-être un petit peu moins. On voit le développement de ces feux contrôlés dans des sites archéologiques, et on sait que les hommes sont passés maîtres dans la production et l'utilisation du feu, avec en particulier ces objets tout à fait remarquables qui sont des emmanchements faits avec des résines qui sont préparées en étant chauffées à une certaine température. Donc le feu est à la disposition des hommes depuis assez longtemps, et on voit ce feu se manifester aussi dans les paysages autour des hommes. Alors je vous l'ai dit, en Australie, c'est un comportement qui a été abondamment décrit et discuté chez les aborigènes, mais dans les archives géologiques et archéologiques, on a essayé de retrouver des traces de ces feux intentionnels, et en particulier, on a dans ce gisement, enfin dans ce site de Lynch's Crater, qui est dans le nord-est de l'Australie, on a très très bien montré comment autour, disons, de 45 000, 42 000, quelque chose comme ça, on voit brutalement apparaître dans le registre sédimentaire des microcharbons qui sont tout le temps présents et qui deviennent même de plus en plus présents quand on arrive dans l'Holocène. Et on pense que, dans le fond, la présence de ces microcharbons correspond à l'arrivée des hommes et à l'intensification de leur action sur le paysage. On voit d'ailleurs, à la même époque, le paysage végétal changer complètement, avec une augmentation de ces groupes sclérophiles et une réduction de la forêt primaire dans ces régions-là. Il y a tout un débat pour savoir si ces modifications de la végétation, c'est un effet du feu, ou si c'est en fait un effet secondaire de la pression de prédation des hommes sur la grande faune d'herbivores qui, à son tour, a un effet sur le paysage. Alors, de façon, j'allais dire, plus surprenante, on a vu paraître, il n'y a pas très longtemps, une étude sur l'Europe et sur le dernier maximum glaciaire qui compare, alors en utilisant toutes les données environnementales dont on dispose
pour cette période et cette région du monde qui est extrêmement bien étudiée. Donc en utilisant toutes les données qui permettent de reconstituer l'environnement, eh bien, on peut produire une carte prédictive de la localisation des forêts, en gros de la taïga, hein, pendant le dernier maximum glaciaire, et on peut la comparer à ce que l'on sait de la présence réelle de forêts en Europe à cette époque-là. Et vous voyez qu'il y a une différence assez marquée, en particulier dans cette partie occidentale de l'Europe que l'on sait avoir été la partie la plus peuplée par des chasseurs-cueilleurs. Et la conclusion de cet article, qui vient de sortir il y a à peine quelques semaines, eh bien, c'est que probablement c'est l'utilisation du feu par les chasseurs-cueilleurs en Europe pendant le Paléolithique supérieur qui a modifié le paysage, en particulier en éliminant des zones forestières, en les transformant en un paysage qui est beaucoup plus un paysage mosaïque avec des espaces ouverts et des espaces forestiers. Et dans cette étude, évidemment, au-delà de la modélisation, les chercheurs ont essayé de montrer qu'on avait des indications, un petit peu comme en Australie, avec des micro-charbons dans un certain nombre de sites clés qui, dans le fond, apportent des éléments de confirmation à ce modèle. Alors pour finir, après les animaux, après la végétation et le paysage, je voudrais terminer en disant quelques mots bien de l'atmosphère. Et je pense qu'il vous a été probablement difficile d'échapper au fait que l'atmosphère terrestre est considérablement modifiée. On revient à cette idée d'anthropocène, le fait que les sociétés industrielles ont relâché dans l'atmosphère une grande quantité de gaz à effet de serre. Vous avez ici une courbe qui vous montre la fluctuation de la quantité de gaz carbonique, de CO2 dans l'atmosphère depuis, disons, le début du Pléistocène moyen. Alors vous voyez que c'est une courbe qui suit plus ou moins les cycles glaciaires, interglaciaires. Pourquoi ? Parce que, en fait, ces cycles glaciaires, interglaciaires sont déclenchés par des phénomènes astronomiques essentiellement, donc c'est un forçage au départ solaire, mais ce petit réchauffement qui est lié à l'effet des rayons solaires à la surface de la Terre, eh bien, provoque un réchauffement de la surface des océans, en particulier dans l'hémisphère sud. Ce réchauffement de la surface des océans produit une décharge de gaz carbonique dans l'atmosphère, et cette décharge de gaz carbonique accélère le réchauffement à cause de son effet de serre, justement. Et donc, c'est pour cette raison que la sortie des stades glaciaires est toujours une sortie assez brutale à cause de ce phénomène. Alors, on a cette courbe qui montre des fluctuations de la quantité de gaz carbonique, et vous voyez qu'aujourd'hui, on est là, hein. C'est-à-dire qu'au lieu d'être, comme on devrait être normalement dans tous les autres interglaciaires qui ont précédé, autour de 250 ppm parties pour million de CO2 dans l'atmosphère, eh bien, on est près des 400 ppm, c'est-à-dire c'est une valeur qui est proche de ce que la Terre a connu, disons, au Miocène. Et d'aucuns prédisent que si on ne fait rien, eh bien, notre climat va retourner à ce qu'il était au Miocène assez rapidement. Donc ça, c'est un phénomène qui, généralement, est attribué aux activités humaines par un grand nombre de scientifiques, même s'il y en a certains qui ne sont pas de cet avis. Et cette activité humaine, on l'associe effectivement au développement industriel. Alors, il y a depuis assez longtemps certains chercheurs, et en particulier un chercheur qui s'appelle Rudiman, qui a développé l'idée qu'en fait, ce phénomène de production de gaz à effet de serre dans l'atmosphère avec un effet sur le climat terrestre, eh bien, c'était quelque chose qui remontait bien au-delà de l'ère industrielle, dans l'Holocène, avec
le développement de l'agriculture dans différentes parties du monde. Et vous savez certainement déjà, on a des foyers très anciens de développement de l'agriculture un peu après 10 000 avant le présent, au Proche-Orient, en Extrême-Orient, et puis plus tard en Afrique et dans les Amériques. Et donc l'idée de Rudiman, c'est que notre interglaciaire, l'Holocène, qui est relativement, qui est remarquablement stable en fait en termes climatiques par rapport à d'autres interglaciaires qui ont précédé, eh bien dans le fond, c'est un interglaciaire que nous avons nous-mêmes, avec le développement de l'agriculture, en quelque sorte stabilisé du point de vue climatique avec la production de gaz à effet de serre. Alors l'argument principal que Rudiman a développé, c'est que à la sortie d'un cycle glaciaire, on a une montée de la quantité de gaz à effet de serre, de gaz carbonique et puis de méthane. Donc ça, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, avec le gaz carbonique qui est, si je peux dire, livré par les océans. Et puis ensuite, pendant le cycle, pendant l'interglaciaire, il va y avoir une décroissance graduelle de la quantité de CO2 et de méthane. Ce qui est représenté en bleu ici sur ces courbes, c'est ce qui s'est produit dans les interglaciaires précédents. Et puis à la fin de cette histoire, eh bien, normalement, on rentre à nouveau dans un cycle glaciaire. Et dans ce travail, Rudiman compare donc ce qui s'est passé dans les autres interglaciaires avec ce qui s'est passé dans notre interglaciaire. Et dans notre interglaciaire, dans l'Holocène, eh bien, on voit depuis le milieu de l'Holocène eh bien, une augmentation, alors que cela devrait diminuer, du CO2 et du méthane dans l'atmosphère. Et ce n'est pas quelque chose qui date des années 1950 ou du XVIIIe siècle ou du XIXe siècle. Non, c'est quelque chose qui remonte à peu près 5000 ans ou quelque chose comme ça. Et en gros, sans rentrer plus dans les détails, la production de méthane, elle est mise... alors la production de CO2, elle est mise en relation en particulier avec le brûlage justement de surfaces forestières dont j'ai parlé auparavant, et la production de méthane avec le développement de la culture du riz en Asie. Les rizières sont des zones marécageuses qui produisent énormément de méthane, et donc voilà, on peut regarder les surfaces, l'augmentation des surfaces cultivées en rizière depuis 5 ou 6 000 ans, et l'augmentation de la quantité de méthane dans l'atmosphère. Et aussi, autre raison pour cette augmentation du méthane, peut-être le développement de l'élevage, et en particulier de l'élevage de bovins, vous savez, qui sont de grands producteurs de méthane, encore aujourd'hui, malheureusement. Alors, cette idée de Rudiman, elle a été extrêmement, j'allais dire, durement critiquée par les climatologues, par les gens qui travaillent sur l'évolution de l'atmosphère et sur ces problèmes de gaz à effet de serre, mais c'est quand même une idée qui a fait son chemin. Et il y a quelques années, je crois que c'est en 2013, il y a un article qui a été publié dans la revue Science qui a essayé de vraiment tester cette idée de Rudiman. Et comment est-ce que ce travail a testé cette hypothèse? Eh bien, pour la première fois, on a pu faire des mesures extrêmement précises des variations de la quantité de méthane conservée dans des glaces en Antarctique et au Groenland, en regardant comment ces quantités avaient varié au cours des derniers quelques milliers d'années. Et le fait de pouvoir regarder dans ces deux points extrême du globe comment cette évolution s'est produite, eh bien, ça a permis de mettre en relation ces changements avec ce qui se passe dans l'hémisphère sud et dans l'hémisphère nord, et ce qui se passe dans les zones tropicales et les endroits où on produit du riz, où il y a de l'élevage. Et disons que, pour dire les choses de façon très simplement, cet effet anthropique de l'homme, s'il est lié à l'agriculture, à l'élevage, à la production
de riz dans des rizières, eh bien, doit avoir un effet plus important dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud, et c'est effectivement ce qu'a montré cette étude. Alors, le résultat de tous ces débats et de tous ces travaux, c'est que dans le fond, maintenant, si les idées de Rudiman en ce qui concerne le gaz carbonique restent très très discutées et ne sont pas vraiment acceptées par beaucoup de climatologues, parce qu'on sait que de nombreux paramètres interviennent sur la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Pour ce qui est du méthane, et j'en ai discuté récemment avec un de mes collègues ici au Collège de France qui s'appelle Édouard Barre, vous suivez peut-être ses cours, eh bien, Édouard Barre, dans le fond, me dit, pour ce qui est du méthane, très probablement, Rudiman a eu raison et on a eu tort de ne pas l'écouter. Et voilà, tout ça, ça nous amène, dans le fond, à nous poser la question de quand, en fait, commence l'Anthropocène. Alors, effectivement, on sait très bien qu'il y a, à la fin du XXe siècle, un changement assez radical en termes d'impact de l'homme sur l'environnement, en termes de disparition d'espèces, en termes de présence même dans les sédiments de produits de l'industrie humaine, d'éléments radioactifs liés aux explosions atomiques. Mais en fait, la question que posent Rudiman et un certain nombre d'autres chercheurs, c'est est-il bien raisonnable de vouloir placer une limite à l'effet de l'activité humaine sur la planète dans le XXe siècle, alors qu'on sait qu'au cours de l'Holocène, eh bien, depuis très longtemps, et peut-être même avant l'Holocène avec l'extinction de certaines espèces animales, eh bien, l'homme a commencé à modifier le climat de la Terre. Je vous remercie.